Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Donc nous sommes au troisième épisode sur le XIIIe siècle. Donc tout ça a été basé sur la lecture d'un dictionnaire. Donc c'était le dictionnaire de la France médiévale de Jean Favier. Donc on en a lu un peu, on a trouvé des éléments. Et là c'est l'illustration sur un roman historique du coup. Mais il y a d'autres livres qui peuvent être source pour un roman historique. D'ailleurs, Jean Favier a écrit, je vous l'ai dit les autres fois, d'autres livres comme La guerre de Cent Ans, comme Philippe le Bel. Il y a des livres sur Saint-Louis, au XIIIe siècle, d'autres auteurs, etc. Enfin, il y en a beaucoup. Je vous en montre très très peu. Je n'ai pas tant de livres que ça. Et donc, voilà, c'est sur cette base-là, de toute manière, quand on s'accroche à un sujet, on essaie de rentrer en boutique, en quelque sorte, des ouvrages qui permettent d'avoir des éléments pour construire une romance sur un fond historique. Voilà, donc d'où le thème du roman historique, quoi. Voilà, donc là pour illustrer j'ai choisi cette série de Jeanne Bourrin qui est sorti il y a un bout de temps, je crois que c'était au XXe siècle. Donc ça c'était le premier tome, c'était donc La Chambre des Dames, Jeanne Bourrin. Donc ça a paru la première fois en 1979, donc c'est pas tout jeune quand même, La Chambre des Dames. Voilà. Donc ensuite ça a poursuivi avec Le Jeu de la Tentation, dans la même veine, c'est également le XIIIe siècle, donc c'est le rapport entre les hommes et les femmes, l'amour. Dedans il y a Rudebeuf, dont je vous ai lu un petit poème les autres fois, et enfin le poème le plus célèbre. Et donc c'est un des personnages de ce roman. Donc je vais vous lire quelques passages, pas beaucoup, et pour vous donner le goût de la lecture de cette bonne romancière. C'est agréable à lire. Voilà, donc page 62, Amour de mai. Amour de mai, page 62. Page 62. 62, Amour de mai. Amour de mai. D'accord. Donc, la fête de l'amour de mai commence dans 2 jours, dit-elle. Avez-vous choisi, chère dame, vos fiancés de libre courtisement? C'est l'amour courtois, quoi. Elle avait des prunelles rondes et noires, comme des pastilles de réglisse, qui semblaient toujours se moquer, et une bouche à lèvres inférieures luisantes, gonflée ainsi qu'une cerise, qui donnait à son visage étroit une touche de sensualité déconcertante. Qu'est-ce que l'amour de mai, s'enquit Gunvald Olsonf, en interrompant un instant sa mastication forcenée. Ce sont des fêtes qui commencent vers la fin d'avril pour se prolonger tout un mois, répondit Arnaud. Les demoiselles se rendent alors dans le bois proche pour y chercher des rameaux verts, des brassées de fleurs. Elles plantent des arbres symboliques que nous appelons des mets, prennent part à des processions pleines de joyeuseté et ont droit, chose délectable, de se choisir pour 30 jours un fiancé fictif qui peut les courtiser en toute liberté. C'est une coutume fort gaie, amusante, et qui plaît à tous les célibataires. C'est la raison, voyez-vous, pour laquelle il n'y a pas de noces de mai, confirma maître Brunel. Pendant que les jeunes filles se divertissent si aimablement, que font donc les femmes mariées, demanda encore Gunvald. Elles ont droit, elles aussi, à de petits avantages, lança Bertrand, en se mettant à rire. C'est toujours l'une d'entre elles qui est choisie comme reine afin de présider les fêtes. Durant ce joli mois de mai, les épouses ont également le droit de prendre pour danser, et pas toujours en cette innocente, disent les mauvais esprits, un partenaire autre que leur mari. Par saint Olaf, si, comme je le crois, les femmes sont les mêmes partout, plus d'une doit profiter de la permission. Pauvre mari! Je dois reconnaître qu'elle critique souvent cette coutume. Qu'il critique souvent cette coutume. On riait.
Nous n'avons plus qu'une fille maintenant à se trouver en âge de fêter le mai, remarqua Mathilde, qui avait eu le temps de se ressaisir. C'est Clarence. Je ne pense pas que notre Florie se préoccupe cette année de chercher un ami qui ne soit pas Philippe. Voilà, donc illustration de l'amour courtois. Ensuite, page 110, coup de foudre. Page 110. 110. Coup de foudre. 11. J'imagine, d'accord. Portant de lourds baquets de bois où s'entassait le linge propre qu'elles allaient étendre sur le pré, où le soleil chauffait le plus fort, riant et plaisantant, des lavandières aux pieds nus, au surcot maintenu et dans la teinture et relevé par devant sur des côtes claires, croisèrent le frère et la sœur. Voici, je crois, pouvoir affirmer que Guillaume Dubourg était pris de vous. Ah, dit la jeune femme, dont un sang indiscret enflammait les joues. Ah, c'est donc cela. Sans s'expliquer davantage, elle s'arrêta pour dégager avec des gestes qui se voulaient tranquilles sa jupe, dont l'étoffe en toile de laine se trouvait agrippée par une ronce qui poussait sournoisement au bord d'un mince ruisseau. Vous le saviez, sans le savoir. Par ma foi, vous ne me semblez pas surprise. Je ne le suis pas vraiment. Elle se tourna vers son frère. On peut avoir connaissance de certains faits, Arnaud sans pour autant se l'être clairement avoué. On conserve une pareille supposition dans un repli de son esprit. On ne souhaite pas l'amener au grand jour, ni la considérer en face. On ruse avec soi-même, en quelque sorte on se leurre, sans que rien de déloyal entre pourtant dans cette manière d'être, mais pour ne pas être à juger, à trancher en trop grande hâte. Je ne comprends pas, écoutez-moi. Vous avez cru deviner, j'ai cru pressentir chez le cousin de Philippe un sentiment qu'il éprouvait à mon endroit. Nous pouvons nous tromper. Que savons-nous de cet homme, de ce qui compte ou ne compte pas pour lui? Presque rien. Voici quelques semaines, nous ne le connaissions même pas. Peut-être sommes-nous, vous et moi, dans l'erreur. Par tous les saints, vous parlez comme s'il avait déjà commencé à vous plaire, remarqua Arnaud avec une sorte de gravité alarmée. Que vous arrive-t-il, Florie? Auriez-vous oublié qu'en amour, l'indulgence mène à la faiblesse? Voilà, donc ensuite, page 195, les grands-parents. Page 195. Alors, qu'est-ce qu'ils font les grands-parents là-dedans? Page 195. 195, 117. D'accord. Il faisait moins chaud. Les orages, qui s'étaient succédés pendant plusieurs jours, avaient enfin rafraîchi l'air. En même temps, la pluie avait libéré les odeurs puissantes de la terre mouillée, des roses de juin, de l'herbe reverdie, des plantes potagères, des simples du jardin. Odeurs sensuelles qui troublaient Mathilde, qui suscitaient en elle des fins dont elle ne se serait bien passée et qu'il devenait urgent de contrôler. En ce samedi, veille de Pentecôte, rentré vers 4 heures de relevé plus tôt qu'ordinaire de la foire du Landy, où il avait laissé leurs apprentis sous la garde de Bertrand, Étienne et son épouse avaient d'abord éprouvé le besoin de se reposer un peu des fatigues du jour, de la poussière, du mouvement, du fatras de la foire, ainsi l'un près de l'autre. Sur le banc de pierre proche du bassin, ils prenaient le frais, sous les branches légères des noisetiers. Une sensation de répit, d'entente les unissait au-delà de leurs difficultés coutumières. Ainsi que Mathilde l'avait espéré depuis le début, l'épreuve qu'ils traversaient ensemble les avait enfin rapprochés. Et oui, mamie, nous allons devenir grands-parents. Étienne posa sur le bras de sa femme une main tavelée. À mon âge, il n'est rien là que de normal. Au vôtre, c'est un peu tôt,
sans doute, quoiqu'assez répandue. Vous serez une jeune et belle aïeule, mamie, que voulez-vous? Je ne pense pas que vous aurez à le regretter. Vos petits-enfants seront amoureux de vous. Ce sera charmant. D'un geste dont la spontanéité aurait aussi bien été celle d'un jouvenceau, l'orfèvre éleva jusqu'à ses lèvres les doigts qu'il tenait, les baisa avec dévotion. Mathilde sourit avec un air d'indulgence. Mathilde sourit avec un air d'indulgente complicité. Un rien d'émoi teinté de mélancolie, une acceptation qui était sagesse et lucidité, mais nulle ironie éclaira le visage qu'il aimait. Voilà. Donc, les grands-parents. Ensuite, page 243, la cuisine. Page 243. 243. Jeanne et Marie, qui jouaient dans la cour avec leur lévrier, accoururent, se jetèrent dans les bras de leur mère, parlant, riant, se chamaillant. Sur les joues de ses filles, Mathilde respirait une odeur de sueur enfantine qui fleurait le lait. Elle s'enquit de ce que les enfants avaient fait durant la journée, de leurs travaux, de leurs jeux, puis les quitta pour aller les voir à la cuisine, où en étaient les apprêts du souper. Les effluves de nourriture, d'épices, de rôtis, de pâtes en train de cuire, l'assaillirent quand elle ouvrit la porte de la large pièce dallée où s'affairaient servantes et cuisiniers. Il y faisait chaud et une buée grasse y flottait. Au milieu du mur d'en face, une vaste cheminée, au manteau profond comme une grotte abritée d'un feu de bûche de forte taille, dont les flammes léchaient les flancs de plusieurs coquemards et marmites. La plus grosse d'entre elles était suspendue à un des crans d'une crémaillère en fer noirci. Une broche sur laquelle étaient enfilés 3 chapons tournés entre les doigts attentifs d'une aide de cuisine qui gardait à portée de la main pelle, pincette et tisonnier. Tout autour des marmites, sur les trépieds, des pots de terre mijotaient doucement au-dessus des braises. Des plats couverts, prêts à être servis, étaient maintenus à bonne température grâce aux corbeilles de fer surmontant les landiers. Dans l'ombre, bien au-dessus du foyer, des quartiers de viande, de jambon, du lard, des filets de poisson séchaient et se fumaient au fil des heures. De chaque côté de l'âtre, toujours sur le manteau protecteur, 2 bancs servaient de sièges aux cuisiniers ou aux servantes qui désiraient durant les jours d'hiver se réchauffer. Contre le mur proche de la cheminée, on avait poussé une table sur laquelle un pâtissier roulait une pâte à tarte. Accrochée sur des planches de chêne ciré au-dessus d'elle, hachoir, râpe, grille, écumoire, poêle, cuillère à peau, moule à gaufres, fourchette à 2 doigts, tamis et passoire s'alignaient dans un ordre qui témoignait des vertus ménagères des servantes. Non loin de là, une étagère supportait la boîte à épices, la boîte à sel, des mortiers de différentes tailles, une bonbonne de vinaigre, une jarre d'huile. Dans un coin, un évier près duquel brocs, jattes, cruches et pichettes attendaient. Entre le pétrin et la bûche où l'on conservait les miches, Tiberge de la Bigne, l'œil aux aguets, veillait à tout. Elle tenait un couteau à longue lame, taillait elle-même les tranches de pain qui servaient ensuite aux convives pour recevoir leurs morceaux de viande, leurs légumes, leur fromage. Voilà, c'était la cuisine. Ensuite, pèlerinage, page 279. Page 279. D'accord. Le pèlerinage, c'est un élément important à l'époque culturelle, quoi. Pas plus que les 2 nuits précédentes, Mathilde dormait beaucoup la veille de la cérémonie. Une attente anxieuse mêlée de confiance, un espoir justifié par sa foi, la tenait éveillée plutôt.
Elle priait comme on s'adresse à un être présent, aussi bien par des mots que par des silences. Le matin du jour attendu, elle se leva, ainsi que sa fille, avant l'aurore, se rendit avec elle aux étuves de l'hospice, où elle prit toutes deux des bains tièdes et se firent laver les cheveux. Il s'agissait d'être aussi propres en leur corps qu'en leur âme. Les toilettes achevées, elles revêtirent le linge fin et les surcots de drap blanc qu'elles avaient apportés avec elles. Puis Mathilde voulut se confesser. La file des pénitents était déjà longue dans la chapelle de la maison Dieu, et il fallut attendre avant que vint son tour. Près d'elle, Clarence, lointaine comme une statue, laissait glisser entre ses doigts les gras de son chapelet. En dépit de l'immense espoir qui portait sa mère, son esprit ni sa langue ne se déliait. Comme une rivière souterraine, la vie de l'âme devait de continuer son cours sous cette enveloppe muette qui ne s'animait pas. Dans les rues décorées et pavoisées de branchages, de fleurs tardives et de tapisseries que les deux femmes suivirent pour se rendre à la basilique, la foule des pèlerins était grande. Parties longtemps avant l'heure de l'office qui ouvrait les festivités, elles eurent cependant du mal à trouver place dans la nef immense. Le chœur et les 5 chapelles qui l'entouraient étaient déjà pleines. La taille, la splendeur, l'importance de la vénérable église impressionnèrent Mathilde, qui suivit la messe dans un état de ferveur éblouie. Elle priait avec une telle intensité qu'il lui semblait qu'une lumière surnaturelle brillait sous ses paupières closes. Jamais elle n'avait s'était sentie si proche la vérité divine qui était appel et réponse à la fois. En de brefs instants, elle sentait qu'elle atteignait une autre dimension, qu'elle était sur le point de passer de l'autre côté des barrières charnelles, de découvrir le cœur célestiel de la création. Après l'office, elle demeura un long moment à genoux, dans les exaltations des fumées d'encens qui se dispersaient. Elle était écrasée d'émotion. Des larmes coulaient sur ses joues sans même qu'elle en prît conscience. Elle acceptait d'être envahie par une présence ineffable qui régnait à la fois au plus profond de son être et la cernait de toutes parts, l'occupait tout entière. En elle, autour d'elle, quelqu'un se tenait, rayonnait. Quand elle se releva, quand elle prit la main de Clarence afin de la conduire près du tombeau de Saint-Martin, resplendissant à la lueur des milliers de cierges et de tous les ors, ses ornements d'argent, ses joyaux, ce fut d'un pas ferme, avec une certitude inébranlable, qu'elle marcha. Devant la chasse sacrée, les pèlerins se pressaient en foule pour palper, ne fût-ce que du bout des doigts, les métaux précieux ornant les pierres du sépulcre qui contenait les reliques. Avec la patience de ceux pour qui le temps n'existe plus, Mathilde attendit le moment où sa fille et elle pourraient approcher à leur tour. Quand elles purent passer, elle s'avança vers le tombeau, tenant Clarence par le bras. Elles s'agenouillèrent ensemble, tout contre le monument, pressées par la foule, indifférentes à cette bousculade. Mathilde étendit les doigts pour atteindre les plaques d'argent les plus proches. Elle avait l'intention de prendre ensuite la main de sa fille pour la poser sur le mausolée. À sa grande surprise, l'adolescente, sans attendre le geste maternel, se pencha, inclinant de plus en plus bas son front, qui vint toucher les pierres sacrées, jusqu'à s'y appuyer. Mathilde n'osait bouger. Voilà le pèlerinage. Ensuite, page 325, maladie. 325.
Maladie. Alors, Bérengère Ernault écoutait avec attention ce que lui disait le médecin. Maître Brunel est dans un état grave. Je peux bien vous le dire à présent que nous voici hors de sa chambre et que sa femme ne se trouve plus à portée de la voix. Les douleurs abdominales qu'il endure me paraissent inquiétantes. La couleur de ses urines, comme l'aspect du sédiment qui s'y trouve, ne me plaisent pas. La fève pourrait peut-être les expliquer. Qu'expliquerait alors la fièvre, sans compter les vomissements qui l'épuisent? Voici 3 jours maintenant qu'il demeure dans cet état. Justement, ce n'est pas là un simple dérangement de corps. Je ne vois qu'une infection bilieuse pour justifier un mal comme celui-là. Il est certain que le vin de Reine des Prés, qu'on lui a fait prendre pour calmer son échauffement, n'a guère donné de résultats, bien que d'habitude ce soit un bon remède. Pour réduire une fièvre tierce ou carte, sans doute pas dans le cas qui nous occupe. Nous devons nous trouver devant un débordement de bile noire, assez fréquent en automne, mais toujours mauvais. Vous ne voulez tout de même pas dire qu'il y a danger de mort. Je ne veux pas me prononcer, mais ce n'est pas à traiter légèrement, croyez-moi. Là-dessus, il prit congé, quitta son interlocutrice, qui demanda la robe noire disparue, qui regarda la robe noire disparaître au coin de la rue. Bérengère referma la porte, refit à pas lents à travers la cour qui précédait son logis, le trajet qu'elle venait de parcourir en sens inverse avec le médecin. La situation la préoccupait. Quel manque de chance cette maladie qui s'abattait sur leur hôte peu de temps avant la date prévue pour son départ. Être immobilisé chez soi n'est déjà pas plaisant, mais l'être en voyage chez les autres, c'est aussi gênant pour l'invité que pour celui qui reçoit. Pour comble de malheur, on était en pleine saison des vendanges. Tours se voyait à demi déserté par les propriétaires vignerons partis surveiller leur récolte, aussi bien que par les journaliers débordés de travail au-delà de ce qu'ils pouvaient faire. Par voie de conséquence, cette maladie intempestive privait Dame Ernault du déplacement à Montrichard, où son mari était parti seul cette année, contrairement à l'habitude. La maîtresse de maison se devait de rester afin de s'occuper des Brunel, mais le regrettait beaucoup. D'ordinaire, toute la maisonnée se rendait au vignoble. Chacun participait alors à la cueillette du raisin dans une ambiance où le labeur et les chansons, la gaieté, les rires gras, les mots de rein, les gaillardises se mêlaient dans une sorte de fête qui durait quelques jours avant de se terminer par un banquet où les nourritures et les vins étaient si copieusement distribués que bien des convives roulaient sous les bancs avant la fin de la nuit tombée. On s'amusait énormément. Hélas, rien de pareil cette fois-ci. Bérengère se sentait envahie par un mécontentement teinté d'exaspération. Entre 2 âges, mais bien conservée, encore blonde, aimable d'apparence, elle cachait sous des sourires de convenance un solide égoïsme, une sensiblerie à fleur de peau, une amabilité de commerçante, le goût des fleurs et des animaux laissait intacte son âme sèche et positive. Elle préférait ses aises, ses satisfactions, ses plaisirs au reste du monde. Les malheurs d'autrui ne lui paraissaient pesants à supporter que dans la mesure où elle se trouvait dans la nécessité d'en assumer une partie. Elle avait coutume de recevoir les Brunel avec des démonstrations de grandes amitiés parce que le négoce de son mari se trouvait fort bien d'une coopération renouvelée à chaque occasion par les deux marchands. Il ne fallait rien lui demander de plus. Or, les événements l'amenaient, pour une fois, à sacrifier une agréable coutume à de fort désagréables obligations. Elle en était excédée. Voilà. La maladie. Ensuite, page 416, inquiétude. Page 416.
inquiétude. Mathilde soupira. Elle n'avait encore jamais parlé au chanoine de ce qu'elle avait appris en Touraine au sujet de Florie. Le moment lui en parut venu. Depuis quelques jours déjà, je voulais vous entretenir d'une chose qui me préoccupe, reprit-elle. Je n'ai pas trouvé le moment nécessaire ni le courage de venir vous consulter avant aujourd'hui. Le bien que vous venez de me faire en aplanissant pour moi les obstacles que je croyais discerner dans le mariage d'Arnaud, en m'amenant à considérer sans anxiété les suites qu'il comporta dans notre vie de famille, m'incite à vous confier un secret qui, pour n'être pas mien, ne m'en touche pas moins au cœur. Il s'agit de Florie. Ne vit-elle pas près de Tours dans la contrition et le renoncement? Étienne m'a dit avoir fait sa paix avec elle, ce qui est souhaitable et me semble bien. Il m'en a fait part sans manifester de soucis excessifs. Il n'est pas au courant de ce que je sais. Au début, je n'ai pas cru bon de troubler sa convalescence. À présent, je ne pense pas avoir le droit de le plonger à nouveau dans la déception et la douleur. Elle raconta ses doutes, sa découverte, son accablement. Pierre Clutin avait écouté sa nièce sans rien dire. Le menton posé sur ses mains croisées, accoudé à sa table de travail, il réfléchissait. Quand elle se tut, il ne parla pas tout de suite. « Pensez-vous que Florie ait durablement été prise ?» demanda-t-il enfin avec sobriété. « Je ne sais, je ne crois pas. Son attitude est davantage celle d'une femme qui subit les assauts d'un amour fou que celle d'une femme qui connaît ces mêmes égarements. Il y a de je ne sais quoi de soumis dans sa passion de se comporter qui me paraît assez révélateur. Alors tout n'est peut-être pas perdu. Sait-on si un jour elle n'aura pas l'énergie de se soustraire à l'emprise qui doit parfois lui être à charge? Il émanait de la pâle et maigre figure du chanoine une reconnaissance si éclairée, si partagée de ce qu'il était en train d'entendre que Mathilde ne fut pas surprise de sa réaction. Je vais tenter de provoquer chez Florie la prise de conscience indispensable, dit-il d'un air déterminé. Je suis le seul à pouvoir le tenter. Comment vous y prendrez-vous, mon oncle? Je dois me rendre à Poitiers prochainement pour un colloque de théologie, où je suis invité. Je vais partir un peu plus tôt que je ne le prévoyais, afin de passer par Tours. J'irai voir votre fille chez elle. Je lui parlerai. Fasse notre Seigneur Dieu, que vous soyez porteur de mots qui convertissent. Dieu pour tout, ma fille, à condition que vous y mettions de la bonne volonté. Si Florie reconnaît, s'enliser dans un marécage où le péché l'enfonce chaque jour un peu plus, si elle souhaite vraiment s'y arracher, elle sera secourue. En dernier ressort, comme toujours, sa sauvegarde ne dépendra que d'elle. C'est bien ce qui m'inquiète, mon oncle. Ayez confiance, Mathilde. C'est la condition essentielle de l'aide que nous recevons, alors même que tout semble perdu. Voilà, donc je vais arrêter là. Et je lisais ce livre, c'est agréable comme tout. Ça évoque bien le XIIIe siècle. Alors il n'y a pas de bataille, etc. Il n'y a pas de sang. C'est le monde des femmes, le monde de la courtoisie. Ça décrit assez bien le XIIIe siècle. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis donc là, dans 15 jours, pour un tout autre sujet de roman historique, bien sûr. À bientôt.